que je pense qu'on est capable de bien plus que ce que notre petit cerveau nous limite. T'as senti qu'il fallait que tu donnes plus pour faire ta place? On passe notre vie à vouloir être validé par les gens, oui. À vouloir le respect, à vouloir voir une fierté, surtout dans les yeux des parents et tout. Le conseil qu'on donne, c'est restez vous-même, ne changez pas. Moi, je dirais l'inverse. Comment tu te vois dans 10 ans? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Parcours Authentique. Nouvelle interview, nouvelle invitée que je suis ravie de recevoir. Andy Koch, comment ça va? Mais très bien, bonjour. Ça va très bien et toi? Ah, je suis ravie de te recevoir. Écoute, ça me fait super plaisir. Tu es quelqu'un de joyeux, de vivant, voilà, très extraverti et j'avais très à cœur de te recevoir. Alors, je vais juste replacer un petit peu ton parcours vite fait, mais on va pouvoir échanger plus longuement. Alors Andy, tu es danseur, chanteur, comédien. Oui. Alors je dis danseur d'abord parce que tu as commencé par la danse quand tu es venu à Paris à l'âge de 18 ans. Absolument. Voilà. J'ai beaucoup chanté et maintenant je joue beaucoup plus que je ne chante et je danse. Mais on me demande encore de chanter et danser, donc parfois je chante et je danse encore. Voilà, et tu as commencé avec une célèbre école parisienne, l'école Ricodoms, qui est très très connue à Paris. C'est la référence de l'école de danse, donc voilà. Alors, quelques années plus tard, tu te produis dans les années Tube et Salut les copains sur TF1. Bon, ça, c'est des émissions cultes qu'on a tous regardées. Oui. On s'en souvient tous. Par la suite, sur le spectacle Il était une fois Bobino, tu es remarqué par Luc Plamondon. Oui. Donc j'ai envie, alors qui est Luc Plamondon? J'ai envie de vous dire, si vous ne le connaissez pas, comme d'habitude, vous n'habitez pas sur cette planète. Hein? Non, je ne crois pas quand même. Luc, il est très célèbre. Bah oui, c'est un célèbre producteur musical. Oui. Et donc du coup, il te repère pour jouer le rôle de Ziggy dans Starmania. Starmania, oui. Sacré rôle quand même. Hein? Oui, marquant. Marquant, super. Marquant. On y reviendra alors. Tu enchaînes donc beaucoup les comédies musicales comme Le Soldat Rose ou encore Émilie Jolie. Oui. Waouh, super Émilie Jolie, j'adore. Et c'est en 2012 que finalement, tu fais ton premier one-man show, Garçon manqué. Garçon manqué, absolument, au théâtre du Petit Gymnase. Voilà, qui a été mis en scène par Isabelle Nanty. Donc là, pareil, si vous ne connaissez pas Isabelle Nanty, vous ne vivez pas sur cette planète. En tout cas pas en France. En tout cas pas en France. Vous n'êtes pas français. Oui, c'est ça. Puisque Isabelle Nanty est l'une des célèbres actrices, entre autres du fabuleux Destin d'Amélie Poulain et bien sûr la saga des Tuches, que quand même, je ne connais pas. Je ne peux plus rien faire pour vous. Non, ça c'est pas vrai. Dans tous les pays francophones. Mais c'est ça, voilà. On te retrouve par la suite dans la comédie à succès Star 80. Excusez-moi, je vous adore, je suis fan de tout ce que vous faites. Vous me signeriez un autographe? Mais bien sûr. Tu t'appelles comment? Gilles, j'ai vu tous vos concerts, j'ai tous vos disques, que des tubes. Je connais tout sur le bout des doigts. Et c'est quoi ta préférée? Rêve, lève-toi et danse avec la vie. L'écho de ta voix est venu jusqu'à moi. Et en 2015, les nouvelles aventures d'Aladin. Donc là, c'est une grosse production, puisqu'on y retrouve Kev Adams, Jean-Paul Rouve et Cyril Hanouna. Oui. Je me souviens plus qui. Je l'ai lu. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a une petite apparition de Cyril Hanouna. Oui. Voilà. Donc, écoute, moi, j'ai vu beaucoup de choses sur le net te concernant. Ça fait, on se l'est dit, ça fait maintenant presque 30 ans de carrière. Donc, il y a eu beaucoup de choses. J'ai essayé de réduire un maximum. Donc, voilà, j'ai peut-être pas tout dit. Mais je pense qu'on a compris que, voilà, tu t'arrêtes jamais, en fait. Et même, j'ai lu, en ce début d'année, tu as enchaîné 2 comédies au théâtre. J'ai joué 2 pièces en même temps, une à 19h au Théâtre de la Madeleine et une à 21h au Théâtre Édouard VII. C'est ça. C'était sport. Alors, j'ai lu, dis-moi si c'est ça, que tu finissais la première, tu avais quelques minutes pour arriver au second théâtre, te changer, j'imagine te mettre dans le
dans l'esprit du rôle. Oui, se changer, reconditionner, reconcentrer pour un autre. Mais c'est fou ça. Alors du coup, ma question là, c'est la première qui me vient, c'est quoi c'est une boulimie de travail ou c'est vraiment parce que ces deux rôles te plaisaient tellement que tu n'arrivais pas à choisir? Là, en fait, c'est une circonstance. Il y a eu le Covid et il y a plein de projets qui se sont soit annulés, soit qui ont été retardés. Et là, il se trouve que les deux pièces à un moment donné, se sont faites en même temps. À un moment donné où elles ont été programmées dans chacun un théâtre en même temps, alors qu'à la base, elles ne devaient pas du tout être programmées en même temps. D'accord. Il y en avait une en septembre, une en janvier. Donc normalement, j'avais le temps de faire les deux chacune. Et puis voilà, la conjoncture a tellement changé qu'à un moment donné, elles se sont faites en même temps. Et heureusement, il y en avait une à 19h, une à 21h. Et que le Théâtre de la Madeleine et le Théâtre Édouard VII sont vraiment à 5 minutes. Tu vois. Donc, c'était possible, mais il a quand même fallu que les producteurs soient d'accord, que les metteurs en scène soient d'accord, parce que ça a été... mon agent a beaucoup travaillé. Ouais. Il a fallu qu'on a répété les deux pièces en même temps. Enfin, j'ai répété les deux pièces en même temps. Donc, il a fallu jongler avec les plannings. Je répétais une pièce le matin, l'autre l'après-midi, parfois l'autre le matin, l'autre l'après-midi. Enfin bon, bref. J'ai pas chômé, ça c'est sûr. Mais j'avais besoin de ces deux pièces, moi, parce qu'elles m'amenaient vraiment ailleurs. Ouais. On était dans un registre de comédie, mais les personnages, tu vois, dans la première, j'étais quelqu'un de très cynique, très colérique. Ouais. Et j'avais jamais joué ça et je trouvais ça très intéressant. Et dans la deuxième, je suis un comptable très gauche, très maladroit, qui est l'alibi d'un couple qui se trompe. Ouais. Et lui se retrouve l'alibi du mec qui trompe sa femme et il n'est pas du tout au courant. Il se retrouve à un dîner avec sa femme et il en prend plein la tête. Enfin, tu vois, il y avait... Et c'était vraiment deux personnages très différents d'une part et que j'avais jamais encore interprété. Et j'en étais là un peu de me dire, il faut vraiment que je change de registre parce que sinon je vais m'épuiser. Ouais. Tu vois. Ouais. Et par la même occasion, certainement épuiser les gens, ou en tout cas des gens qui viennent voir les pièces. Et s'ils m'ont vu dans une pièce ou deux précédemment, ils vont se dire, bon, bah ok, on a compris que tu... tu vois, les personnages très... ça, ok, mais autre chose aussi. Ouais. Et puis moi, j'en avais besoin de me prouver tout simplement. Bien sûr. Ça. Te challenger. Bah oui. Parce qu'à un moment donné, je crois qu'il faut qu'on prenne... je ne peux pas appeler ça prendre des risques, parce que c'est pas non plus, tu vois, il n'y a pas de vie en danger. Mais c'est un petit risque, c'est un petit risque de ne pas être à la hauteur, de décevoir, aussi que ça ne me plaise pas, finalement, que je me rende compte que, tu vois, jouer d'autres personnages, un autre emploi, en tout cas, ça m'amène à ce que moi j'ai envie d'éprouver, de ressentir. Ouais. Or là, vraiment, mission accomplie, ça m'a vraiment plu d'ouvrir ma palette et qu'on me fasse confiance aussi pour ouvrir ma palette, parce que je pense qu'on est capable de bien plus que ce que notre petit cerveau nous limite. C'est important pour toi qu'on te fasse confiance? On travaille mieux en tout cas. Ouais. Je trouve qu'on travaille beaucoup mieux quand on nous fait sentir qu'on a confiance. C'est pas forcément obligé de le dire et de le rabâcher. Tu vois, mais quand on sent qu'en face, il y a un metteur en scène, un producteur, des gens, des partenaires aussi, qui sont en confiance, qui te font confiance, je trouve qu'on travaille beaucoup mieux. Moi, j'ai commencé par la danse, tu vois, et la danse, bien sûr qu'il y a la légende de c'est difficile, les chorégraphes sont un peu caractériels, enfin en tout cas de la génération dans les années 90, tu vois. C'est un peu caractériel, on est un peu soumis aux chorégraphes, il n'y a qu'une méthode, il n'y a qu'une technique, etc. Donc moi j'ai tendance à être plutôt bon élève et à faire exactement ce qu'on me dit. Et quand on me donne un bon cadre et qu'on me fait confiance, là-dedans j'ai de la liberté. Sinon, je reste dans mon cadre, je suis bon élève et puis bon, j'exécute et je prends moins de plaisir que si on me fait confiance, tu vois. Ouais, je comprends. Je reste bon élève, je reste dans le cadre, mais j'y mets plus du mien, j'y mets plus de moi. Alors, ma première question, enfin non, c'est plutôt la deuxième, troisième, mais je la pose à tous mes invités en début d'interview. Oui. Comment vas-tu? Mais comment vas-tu pour de vrai, réellement? Vraiment, écoute, je suis... vraiment très heureux. Ouais. Très, très heureux. Oui, vraiment.
Il n'y a pas d'ombre au tableau, il n'y a pas de... C'est beaucoup de travail, hein. Ça a été très long, ça a été beaucoup de travail avant d'être heureux pleinement, d'être satisfait de ce que j'ai. Parce que mon chemin de vie fait que j'ai compris que si on ne travaille pas sur soi, on n'avance pas. On reste dans son carcan, on reste bien dans toutes ces petites habitudes, avec toutes ces petites carapaces, toutes ces petites protections, toutes ces défenses, tout son manque de confiance en soi, mais en même temps, en société, on a une carapace, nanana. Et comme tout le monde, ben, j'avais tout ça. Et il a fallu travailler pour enlever petit à petit les carapaces et pour moi me connaître et ne plus faire en fonction du regard des autres, ne plus faire en fonction de ce que je supposais que les gens attendent de moi. Toutes ces choses-là, je ne les ai plus du tout. Et c'est comme ça qu'on se connaît. Et du coup, je suis heureux parce que je prends toutes les décisions, avec mon instinct aussi, mais en pleine connaissance de ce que je suis, ce dont j'ai envie et ce dont et là où j'ai envie d'aller. J'adore. Et ça m'a mis beaucoup de joie et de bonheur. Tu vois ça se ressent, hein, de toute façon. Tu le transmets. Hein. Donc j'imagine que si tu dis tout ça, c'est que tu as fait un travail sur toi. Est-ce que tu ne penses pas que tu as fallu aussi un petit peu de courage pour faire ça? Parce que souvent, on a peur d'aller au-devant de soi, de regarder un petit peu ce qui va pas. Quand on a des blessures comme ça ou des choses qu'on n'a pas envie d'aller voir, c'est souvent rassurant aussi parce qu'on se dit qu'on les connaît au moins et qu'on n'a pas besoin d'aller, tu vois. Ça remue. Ça remue, C'est toujours perturbant d'aller vers l'inconnu et souvent quand on travaille sur soi, bah, ça brasse. Ça brasse. Il faut revenir à la base, il faut revenir... Tu vois, moi, je suis née dans un petit village du Pas-de-Calais. J'ai très vite senti que j'étais un peu différente, que j'étais gay. Mon père était directeur d'une casse automobile. Je voulais faire ce métier. Donc, j'ai très vite compris que ça allait être très long et certainement pas simple. Tu vois ? Mais j'ai eu beaucoup de chance d'être très aimée, très soutenue par mes parents, très ouvert d'esprit et très aimant. Et ça, c'est une force qu'on a pour la vie. C'est une arme qu'on a pour la vie. Tu vois, moi, c'est plus tard que j'ai compris que ce qui se passait chez moi, la joie, on chantait beaucoup, on riait beaucoup, on dansait beaucoup, tu vois, avec ma grand-mère, ma mère, mes frères, ma soeur, même mon père. Il y avait beaucoup de repas de famille, tu vois, il y avait beaucoup de soirées où on riait beaucoup. Et du coup, moi, quand je suis arrivée à Paris, je suis sortie de cette bulle. Ça a été violent ? Oui. Oui, ça a été violent parce que d'un coup, moi, j'avais commencé la danse à 11 ans dans une école de danse très sérieuse, tu vois. Et puis après, j'ai fait un petit conservatoire régional. Et il n'y avait pas du tout de compétition, il n'y avait pas d'enjeu. On était là pour danser. Or, j'arrive à Paris dans une grande école de danse où on est, je sais pas, à 150 ou 200 peut-être, tu vois. Et on a passé une audition pour être là. Il y a des niveaux différents, il y a des enjeux différents. Et là, je me rends compte, on n'est pas tous, avec la même loyauté, avec le même respect et la même gentillesse. La même bienveillance. Et la même bienveillance, tu vois. Là, je commence à me dire, ok. Et puis, oui, il y a un côté parisien qui est pas non plus qu'une légende, tu vois. Où c'est beaucoup moins... Il y a beaucoup moins de politesse, il y a beaucoup moins d'entraide que dans un petit village comme où moi je viens. Est-ce que tu as senti... Ça n'existe plus. Tu as senti qu'il fallait que tu donnes plus pour faire ta place? En tout cas, la danse, j'ai vraiment beaucoup travaillé parce que je suis arrivée avec un niveau qui était pas mal en province, tu vois, mais qui était j'étais débutant chez Ricodoms, tu vois, dans l'école. Donc j'ai fait 2 ans vraiment pour monter petit à petit de niveau. Et ensuite, j'ai passé le DE pour être prof. Mais oui, j'ai beaucoup travaillé parce que en même temps, tout est fait pour travailler. Tu vois, c'est le genre d'école quand même où il y a un niveau, mais on comprend pourquoi il y a un niveau. Parce que tout est fait pour travailler. Et après, il y avait une bonne ambiance latente, tu vois, on va dire. Mais à côté de ça, il y avait quand même pas mal de jalousie, d'aigreur, de compétition, tu vois, de trucs comme ça. Et
Et on peut pas dire juste que c'est le plus beau métier du monde et que c'est merveilleux, tu vois. Ouais. C'est vrai. Et en même temps, comme dans tout, il y a des petits défauts, il y a des petits trucs qui tu fais, ça, si ça n'existait pas, ça m'arrangerait. Mais ça existe, donc on va faire face. On fait avec. Donc en fait, tu montes sur Paris. C'est quoi ton rêve à ce moment-là? C'est de devenir danseur, chanteur, de faire des comédies musicales, de devenir comédien? Tout ça m'intéresse, mais le vrai rêve, moi, c'était vraiment de chanter, de faire un album, de partir en tournée avec mes chansons. D'accord. Ça, c'est vraiment le rêve d'enfant. Tu Oui. vois, moi, j'adorais l'émission Champs-Élysées de Michel Drucker. Oui. Ça me fascinait. Oui. Ça me fascinait, tu vois, tous ces chanteurs, chanteuses. C'était quoi? C'était Reda en générique, tout me fascinait. C'était les lumières, c'était quoi ton objectif en faisant ce métier? Tu voulais vendre des millions d'albums, provoquer des émotions? C'était quoi en fait, tu vois, cette volonté? À cet âge-là, c'est un truc un peu indescriptible quand tu chantes. Il se passe quelque chose, ça vibre, quoi. Ouais. Il y avait vraiment une vibration en moi, je passais mon temps à ça. Ouais. Tu vois, à chanter et à danser. Et chanter, c'était pour moi le plus. Après, en travaillant sur moi, j'ai compris aussi que c'est là où j'avais le plus d'attention. Ouais. C'est là où on me regardait le plus. Ouais. C'est là où j'interpellais. Tu vois? Intéressant. Et c'est fou. Parce que on passe une vie à ça, je trouve. On passe notre vie à vouloir être validé par les gens, à vouloir le respect, à vouloir voir une fierté, surtout dans les yeux des parents et tout ça. Et on passe un peu une vie à prouver, quoi. Et il y a un moment donné où j'ai compris que oui, être drôle et chanter me sauvait. Ah. Alors que je n'avais rien à sauver, en fait. Oui. Mon enfance a été très, très belle. Sauf que j'étais un petit gringalet avec des grandes lunettes. Bon, j'avais pas... Moi, j'ai interprété de ne pas être vu, de ne pas être regardé. Oui. Je crois que c'est Louise Bourgoin qui a dit dans une interview que j'ai regardée il n'y a pas très longtemps, les artistes, c'est des gens qui n'ont pas été regardés. Oui. Qui ont eu la sensation, en tout cas, de ne pas avoir été bien regardés. Oui. Oui. Et du coup, ils veulent être vus. Oui. Ils veulent être vus. Et c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Tu vois, donc moi, c'était ça. J'étais vue, j'étais regardée, j'avais de l'attention. Et en plus, moi, ça me faisait vibrer. Oui. Donc il y avait un espèce de... tout était aligné pour que ce soit... c'est jouissif à ce moment-là. Hein? Oui. Quand ça vibre comme ça et que tu sens que tu es regardé, tu sens... Voilà. Ben oui. Oui. Et puis ça marche petit à petit aussi, en plus, tu vois, parce que j'arrête très vite la danse. Je commence à danser dans les émissions de télé, je fais des revues, mais dès que je passe un casting où il faut chanter, je suis retenue dans un spectacle, Il était une fois à Bobino. Et là, je me dis, ok, là je suis sur mes rails. Ça, c'est ce que je veux. Tu vois? Validation, Danser, j'aimais ça. J'étais pas le meilleur danseur du monde, mais à l'époque, c'était la seule façon de venir à Paris pour moi, parce qu'à la fin de la formation, on avait justement, il fallait passer le diplôme d'État pour être prof. Et du coup, mes parents, la condition sine qua non, c'était ça. C'était, vas-y, va danser, mais rentre avec un diplôme, parce qu'au pire, tu rentres dans le Pas-de-Calais avec ton diplôme, et puis tu seras prof de danse, tu ouvriras une école de danse, et puis tu auras un métier. Tu vois? Donc moi, c'était mon premier pas pour venir à Paris, c'était celui-là. Mais dans le fond, moi, je voulais chanter. Tu vois? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que cette option, pour toi, elle était dans la tête de tes parents, mais elle n'était pas vraiment dans la tienne. Voilà. Non. J'étais très heureux, tu vois, dans les émissions de télé, de danser et tout ça. J'ai eu de très, très bons moments. Mais il n'y avait pas la satisfaction que j'ai pu après avoir dans certaines comédies musicales. Alors, Luc Plamondon te repère pour le rôle de Ziggy. Tu hésites, tu réfléchis ou tu dis non, là je fonce? Non, pas du tout. En fait, j'ai passé le casting pour Notre-Dame de Paris parce qu'il changeait la distribution, Patrick Fiori et Hélène Ségara-Garou. Il fallait un cast numéro 2.
Donc, j'ai passé le casting pour le rôle de Phébus, de Patrick Fiori. Ouais. Et donc, je chante ma petite chanson, Déchirée. C'était en studio, c'était dans un studio. Et là, je vois arriver Luc dans le studio qui me dit mais vous êtes qui? Vous chantez depuis quand? Vous travaillez où? Vous faites quoi en ce moment? Blablabla, blablabla. Donc, je lui dis que j'étais en train de faire un spectacle qui s'appelait Mégalopolis au Bataclan. Donc, voilà. Donc, il a envoyé son assistante. Elle est venue avec des petits CD gravés, parce qu'à l'époque, ça marchait comme ça. Ah oui. Elle m'a dit, voilà, en fait, Luc pense que ça ne sera pas bon pour Phébus, mais pense que vous feriez un formidable Ziggy. Donc, apprenez les chansons. Quand vous connaissez des chansons, rappelez-moi. Donc, évidemment, pour te dire qu'au bout de 3 jours, j'avais appris les 3-4 chansons. Je l'ai rappelé, et là, il m'a fait venir au Casino de Paris, et j'ai chanté les chansons, et puis j'avais rendez-vous avec le chorégraphe pour voir mes aptitudes à bouger le corps, et Dieu merci, tu vois, la danse, ça m'a servi. Et puis voilà, Luc m'a dit, voilà, c'est toi Ziggy, viens voir le spectacle, que j'avais jamais vu en fait, tu vois. Donc je suis allé voir le spectacle, et là je me suis dit, c'était gros, quoi. Ouais, grosse production. Avec plein d'acrobates, des trucs. T'as eu peur? T'as eu peur? Oui, parce que d'un coup... Et j'ai vu aussi, en étant dans la salle, j'ai senti la vibration de la salle, tu vois, et les gens, ils sont en attente. Starmania, regarde, tu vois, ça a été remonté il y a 1 an ou 2, là, et ça tourne toujours, et c'est un des plus gros succès des 3-4 dernières années. C'est fou. Donc, il y a une grosse... C'était énorme, il y avait une grosse attente. Donc oui, j'ai flippé, parce qu'il fallait être à la hauteur, et puis que tout le monde connaît Ziggy. Personne ne me connaissait moi, mais tout le monde connaît le rôle de Ziggy. Donc... les gens qui prennent un billet pour Starmania, ils veulent voir tous les personnages au taquet. Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers, ou bien si c'est moi qui me fais du cinéma. Est-ce que tu avais l'impression qu'il fallait que tu prouves encore? Est-ce qu'on doit prouver à chaque nouveau personnage, à chaque fois qu'on... Pendant les répètes, oui, parce qu'on est en travail, tu vois, et puis qu'il y avait déjà, moi j'ai repris un rôle, ça n'a pas été, tu vois, c'était une version qui a été créée en 93, c'est ça qui est difficile. Donc il y avait déjà eu, il y a eu qu'un Ziggy, il y a eu Franck Cherbourg, qui était super, donc il fallait trouver un autre Ziggy, donc on répète, il y a tout un travail, tu vois, un peu plus profond, où le doute, et puis j'avais 24 ans, je crois, donc... tu vois, tu déboules là, j'étais pas encore... j'avais pas l'expérience que j'ai maintenant, dont je peux me servir quand je craque, quand je doute, tu vois. Bien sûr. Là, j'avais beaucoup moins l'expérience. Mais j'ai été, sans aucune prétention, mais j'ai été vite apaisé, parce que le soir de la première, il y avait un cocktail, évidemment, et Luc Plamondon m'a dit « Tu es le Ziggy dont j'ai rêvé à l'écriture. » Oh, c'est beau, ça. Ouais. Oh, ça, c'est beau. Ça, tu vois, les larmes, elles montent quand je le redis. Ça, c'est l'un des plus beaux compliments qu'on m'ait fait, parce que ça voulait dire que j'étais absolument aligné. J'étais aligné, quoi. C'était un rôle pour moi. Je connaissais évidemment Starmania, je connaissais le rôle, je connaissais Luc Plamondon, mais je ne pensais pas, tu vois, boire une coupe de champagne avec Luc et qu'il me dise ça à la fin de la première représentation. J'adore. Ça, je le dis pas souvent parce que je veux pas apparaître... C'est pas prétentieux non plus, quoi. C'est un vrai fait, tu vois. Je peux pas nier qu'il m'a dit ça le soir de la première, et du coup, tu vois, le trac, la peur et tout ça, ça a vite été embarqué. Je me dis, ok, je suis à ma place, c'est bon, je sais le faire. Oui, puis c'est ce que tu disais au début, c'est-à-dire que tu as senti que tu avais la confiance de Luc Plamondon, donc ça t'a donné beaucoup de confiance, validé encore une fois sur le fait que voilà, ce rôle était pour toi, et il n'y avait plus qu'à l'offrir, quoi. Ça va beaucoup plus vite quand on sent, quand on sait qu'on a confiance en nous. Simplement, et que du coup, nous, on se fait confiance. Ah oui, c'est beaucoup plus long avant d'en arriver vraiment là. Ça ne veut pas dire se prendre pour quelqu'un d'autre, parce que on a confiance en soi. Moi, j'ai confiance en moi dans certaines choses que je sais que je maîtrise maintenant, que je sais faire. Ça va au-delà de mon travail, tu vois. Voilà, je me dis, je sais que je suis capable de le faire. Je sais le faire.
Après, est-ce que ça plaira à... Oui, ça plaira pas, ça plaira... Ça, voilà. Mais moi, en tout cas, je sais que je suis à ma place à certains moments. Et quand on m'ouvre la porte de la confiance, il y a des belles choses qui naissent. Souvent, il y a de plus belles choses qui naissent. Alors, tu es un artiste quand même assez complet, donc tu as beaucoup travaillé avec d'autres personnes, tu as beaucoup partagé la scène, on va dire, avec d'autres artistes. Sauf que pour ton one-man show, tu te retrouves sur scène, seul. Alors, comment tu vis ce changement? Très bien. Ah, pas très bien. Ah, très bien. Tu vois, mon one-man show, ça a été... c'est là où j'ai tiré les plus grandes leçons. Ça a été la chose la plus violente. Et c'est là où j'ai tiré les plus grandes leçons de carrière et de vie. Vous êtes prêts à recevoir? J'envoie, hein? Alors, quelle leçon? Dis-nous quelle leçon. Ça devait se passer. Ouais. Comment? Dis-nous quelle leçon tu en as tiré. Ah oui, et en fait, tout sur le papier, j'avais un très bon producteur, j'étais au petit gymnase, j'avais Isabelle Nanty à la mise en scène, mais l'exercice ne me plaisait pas. Il y a eu des soucis avec l'équipe, tout le monde n'était pas absolument bienveillant, pas Isabelle, enfin bref, mais des personnes, voilà, avec qui j'avais écrit des choses et tout ça. Donc ça a été très très violent. Et ma leçon, ça a été de me dire, mais tu l'as fait pourquoi ce spectacle? Ouais. Et en fait, je l'ai fait pour faire plaisir aux gens qui, depuis quelques années, me disaient, mais fais un one man, t'es tellement drôle, fais un one man, t'es drôle, fais un one man, t'es drôle. Et moi, à force d'entendre ça, et puis j'avais des petits personnages, tu vois, en coulisses pour faire rire mes partenaires, mes collègues dans les loges. J'avais des petits personnages, donc j'avais commencé à écrire ça, et puis j'ai trouvé le producteur, et puis j'avais tourné Agathe Cléry, un film d'Étienne Châtillaise, avec Isabelle Nanty, qui m'avait dit « Si tu fais un one-man, je te mets en scène ». Elle a tenu parole, donc c'était super. Mais je me rendais compte que faire rire à tout prix, ça ne me plaît pas, quoi. Quand j'ai l'obligation de faire rire, je fais plus rire. J'ai plus envie de faire rire. Ouais. Il faut qu'il y ait un personnage... Ah, mon chat, idiot. Il faut qu'il y ait un personnage, il faut qu'il y ait une situation, il faut qu'il y ait un texte, il faut qu'il y ait tout ça. Sinon, ça ne me plaît pas. Après ça, j'ai fait comme une espèce de dépression burn-out. J'ai pas travaillé pendant 1 an. Je voulais plus rien savoir parce que j'ai dit, mon Dieu, si des gens du métier sont capables de ça, je préfère plus faire ce métier. Et c'était même pas un SOS, c'était même pas un appel à l'aide en me disant, mais non, t'es super, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas arrêter ce métier. Non, je voulais arrêter ce métier, je voulais plus en entendre parler. C'était trop violent, trop méchant pour moi. T'as la sensation que tu t'es perdu à ce moment-là? Que c'était plus toi? C'est pas perdu, c'est... T'as perdu la direction? En colère. En colère? J'étais en colère. Okay. En colère de me dire, mais je savais au fond de moi qu'il fallait pas que je le fasse. Je savais que je voulais pas être seule sur scène. Je savais que être drôle, ça suffit pas pour faire un one man. La vanne pour la vanne, ça m'intéresse pas, même dans la vie. Enfin, tu vois, je suis pas quelqu'un qui va avoir des spectacles de stand-up et tout ça. C'est pas ce qui... Et c'est très bien fait et j'ai beaucoup de respect pour plein d'artistes qui font ça. Mais ça n'est pas fait pour moi. Et il fallait que je le sache, mais ça a été un peu violent pour que je le sache. Et à la fin, du coup, pendant ces 1 an, à un moment donné, je suis allé à la FDAS, qui est un organisme de reconversion, tu vois. Et j'ai dit à une demoiselle, je voulais changer de métier. Elle m'a dit, vous voulez faire quoi? Et je dis, je sais pas. Donc elle dit, commencez par faire un bilan de compétences. Ce bilan de compétences a été la meilleure chose que j'ai faite de ma vie. Mais c'est fou, ça. Mais oui, mais le monsieur, en résumé, très très résumé, en gros, il m'a dit une phrase, il m'a dit, il faut, même si c'est un métier qui est passionnant et qui est une passion, il faut que ça reste un métier, monsieur. Parce qu'on ne peut pas se mettre dans cet état-là pour un métier. En fait, il faut que quand vous rentrez chez vous, fermez la porte et ce métier n'existe plus. Et vous vivez votre vie avec les gens que vous aimez, avec votre famille, avec vos chats, avec qui vous voulez. Et cette phrase-là, je me suis dit, mais mon Dieu, c'est vrai, ça n'est qu'un métier. Je ne vais pas me foutre la rate couillon pour un métier. Enfin, tu vois, c'est absurde. Tout beau métier soit-il, il est tellement difficile à faire, c'est dur de rester, tu vois, et de faire des choses qu'on a envie de faire, des choses qui nous plaisent, d'engendrer des choses, de créer des choses, etc., etc. Donc à partir de là, ma vision du métier a changé. Et c'est là où j'ai commencé à être heureux pleinement.
petit à petit. C'est difficile parce que quand on fait un métier passion, on est vraiment passionné, donc on met toute son âme, tout son cœur dedans. Et c'est difficile d'arriver chez soi et de dire, bon, je coupe, j'arrête et je vis. Tu vois ce que je veux dire? J'en vois beaucoup, mais que ce soit des comédiens, des chanteurs, des acteurs aussi, tu vois, de couper avec leur personnage. Bah, toi, tu le sais, puisque aussi tu as joué dans des films. Des sportifs aussi. Quand on fait des choses par passion comme ça, on s'y jette corps et âme. Et c'est vrai que c'est difficile, à un moment donné, de se dire, bon, allez, là je coupe, j'arrête. Tu vois, c'est un exercice difficile. Oui. Parce que c'est viscéral. Moi, je fais ça depuis que j'ai 6 ans. Enfin, tu vois, je suis sur des scènes depuis que j'ai 6 ans. Je chantais partout, je dansais partout. C'est viscéral, je ne peux pas expliquer autrement. Enfin, tu vois, je sais que c'est la chose que je veux faire et que j'ai envie de faire depuis toujours. Donc, le faire depuis 30 ans, c'est génial. Maintenant, il y a une façon de le faire, il y a une façon de... Oui, il y a une façon de le faire, une façon de vivre les choses, une façon... Je pense qu'il faut dire aussi les choses. Il faut dire de quoi on a envie, dire quand ça ne nous plaît pas, quand on n'est pas satisfait, ne pas se contenter. Parce que moi, parfois, je me suis contenté, tu vois. T'as pas de boulot, tu passes une audition, t'es pris. Le spectacle, la pièce ou qu'est-ce ne me plaît pas plus que ça, mais je le faisais parce que voilà, je me dis bon je ferai sur scène ou devant l'écran, j'aurai un peu d'argent et je ferai des cachets. Et on passe tous par là, et c'est normal, mais on n'est jamais très très heureux là-dedans. Alors que quand on choisit, quand on fédère aussi, quand on fait une pièce, un spectacle, un film, une série qui nous plaît vraiment. Là, on trouve la sensation de quand on est petit et qu'on chante dans notre chambre, tu vois. Là, on retrouve la vraie joie, le vrai plaisir. De l'enfant intérieur, de son enfant. Oui. Et souvent, c'est ce qui manque parce que ça use un peu, parce que comme dans tous les métiers, il y a quand même une routine. Tu sais, quand tu vas tous les jours au théâtre, il y a quand même une routine. Il y a des soirs où tu as très envie, il y a des soirs où tu n'as pas envie. Puis une fois que tu y es, tu joues et puis ça se passe souvent très très bien. Comme dans tous les métiers. Donc, il faut apprendre à tout ça, quoi. Il faut apprendre à ce que ce soit fantastique, tout comme des fois un peu plus pénible. Mais c'est pas grave. Ça fait partie de la vie. C'est comme dans tout, dans la vie. Tu vois ? Est-ce que tu regardes tes performances, que ce soit à la télé, dans les films, au théâtre? Est-ce que tu les regardes pas? Je t'avoue que si je me regarde, par exemple, au cinéma, c'est le pire parce que tu es vraiment sur grand écran et j'ai envie de tout me refaire, tu vois, d'enlever des choses, de remettre droit des trucs. En fait, tu ne vois que ça. Je sais pas si je joue bien ou pas bien. Ah oui, tu fais même pas attention à ta performance, t'es fixé sur le physique. C'est fou. Ah ouais. C'est fou. Et maintenant, ça va vraiment mieux parce que j'accepte beaucoup de choses. Mais avant, je me disais, mais on dirait un pélican, on dirait ceci, on dirait cela. Enfin, tu vois, tu ne vois que ça. Et je me disais, mais c'est pas possible. Et puis, t'as pas envie de le revoir une deuxième fois pour, du coup, voir ta performance. Tu te dis, non, merci, ça ira. Et puis, après, t'as des messages de gens qui sont contents, les réalisateurs, les producteurs, des gens qui ont vu le film et qui sont contents. Donc, tu te dis, tant mieux. Oui, ça te suffit, en fait, la vie des gens. Mais à voir... Mais je pense que ça, tu vois, toi qui es très très jolie, qui a fait du mannequinage, je pense que quand tu voyais les photos, c'était pas non plus... tu disais pas, je suis magnifique. Mais exactement. Et tu sais quoi, même, je n'ai jamais accumulé tout ce que j'avais fait dans les magazines ou les trucs comme ça. C'est ma sœur qui me disait, tiens, j'ai trouvé ci, j'ai trouvé ça. Moi, ça me passait mais complètement au-dessus. Je faisais juste mon truc. Oui, je comprends totalement. Mais je crois que c'est bon signe. On est plutôt... j'allais dire que c'est pas sain non plus de se trouver 1000 défauts, mais en tout cas, on n'est pas trop prétentieux ou tu vois, on se voit pas, on se met pas sur un pédestal. Quoi. On n'a pas ça. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tu as atteint ton rêve, ton objectif de vie? Ou pas encore? Oui, parce que oui. Après, j'ai encore plein d'envies et je me dirige vers ces envies. Je les mets en place, je le dis aux gens, je le dis à des réalisateurs, à des producteurs, à des metteurs en scène, de ce dont j'ai envie. Donc, fatalement, ça s'imbrique et ça va arriver.
Tu vois, j'en suis sûre. Mais oui, parce que j'ai commencé en 96, tu vois, donc ça fait presque 30 ans. Ouais. Je savais pas, en fait. Je suis arrivée à Paris en me disant, ben, je veux faire ce métier, donc le faire encore aujourd'hui, avoir fait plein de choses très différentes et plein de trucs super, oui. Oui, pour moi, je suis dedans, quoi, en tout cas. Ouais. Il y a une chose qui, je trouve, sur le parcours des artistes, c'est vraiment cette façon de saisir les opportunités qui viennent à vous. Je me trompe ou pas? C'est-à-dire qu'il y a une opportunité, hop, je la prends, puis je vois ce que ça donne. Un peu comme ce que tu nous as dit sur le one-man show que tu as fait, où tu vois, tu t'es pas vraiment écouté, c'est une opportunité, hop, je la prends et je la fais. Oui, en même temps, il y avait un truc d'expérience, de se dire, mon Dieu, oui, en même temps... pourquoi pas? Et puis je pense qu'il y avait de l'ego aussi là-dedans, d'être enfin seul, entre guillemets, tu vois, d'avoir passé beaucoup de temps à jouer avec plein de gens. En plus, moi, j'ai fait des spectacles où on était souvent très nombreux, tu vois, donc on fait ça aussi pour avoir un peu de lumière, donc si on sort un peu du lot, on est content. Et là, là, t'es seul sur scène, donc je pense qu'il y avait aussi un peu d'ego à ce moment-là, dans ma vie, dans ma carrière, je sais pas, je sortais de Spamalot, qu'on jouait à Bobino, qui a été un gros spectacle qui m'a amené beaucoup de choses. C'est un personnage qui m'a vraiment ouvert beaucoup de portes et j'ai vraiment été vue. Tu vois, il y a beaucoup de gens du métier qui ont vu ce spectacle et peut-être que je me suis dit, tiens, je suis prêt pour faire quelque chose seul, tu vois. Ça y est, vu que j'avais eu beaucoup de compliments sur ce personnage, donc... je me la racontais pas, j'ai dit, peut-être c'est le moment aussi de voler tes propres ailes et de faire des choses seules. Donc finalement, tout est bon à prendre, puisqu'on apprend de tout, finalement. Oui, vraiment, je pense que c'est l'une des plus grandes leçons de vie, ça a été après ça. Il a fallu encaisser, hein, il y a eu 1 an et encore quelques années plus tard, avant d'avoir ce discours où j'ai l'air de dire que tout va bien et c'est vrai que tout va bien, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Tu vois, après le One Man, ça vraiment tac. Mais je pense que ça brise beaucoup de personnes, tu sais, le One Man. Oui, pourquoi? J'ai rencontré beaucoup d'humoristes qui ont arrêté et puis même des humoristes entre eux et tout ça, donc je sais que c'est quelque chose de dur. Moi, je suis pas armée pour ça, j'ai pas assez la niaque, j'ai pas assez tout ça pour... j'ai pas... moi, la célébrité, c'est pas... Je suis arrivée à Paris pour ça, clairement, hein, je vais pas mentir. J'avais envie d'être célèbre, j'ai envie d'être vue, encore une fois. Tu vois, la célébrité, c'est être vue. Donc, ni moins, c'est un besoin, un gros besoin d'être vue. Maintenant, je me dis... J'y ai touché un peu, parce que j'ai beaucoup fait d'émissions à un moment donné, donc on me reconnaissait un peu dans la rue. Je viens de sortir. Et il y avait quelque chose d'être regardé, justement, qui ne m'allait pas. Ça te pesait? Je regardais partout. Oui. Je devrais choisir quand on me regarde sur scène, tu vois, devant une caméra, tout ça, oui. Mais quand je suis dans un café, un bar, un resto, je suis avec des amis et tout ça, là, j'avais plus du tout envie d'être regardée. Tu vois, et en plus, j'avais pas une notoriété assez grande, tu vois, je voyais des gens me regarder un peu, puis regarder sur leur téléphone, dire, il me dit quelque chose, mais j'arrive pas. La notoriété, c'est bien pour recevoir des scénarios, pour avoir des propositions, parce que peut-être que les gens pensent plus à toi, ça oui, mais après tout le reste, j'ai plus besoin de ça, moi. J'ai plus besoin de briller, de lumière, j'ai la lumière quand il faut pour le travail, quoi. Tu vois, sur scène, quand j'ai quelque chose à faire de précis. Mais après, dans la vie, je suis plutôt... avant, je prenais un peu de place, maintenant, j'en prends plus trop, tu vois. Dans les groupes et tout ça, je suis pas celui qui parle le plus, je suis pas... sur une grande table au restaurant, je suis pas celui qui prend... tu t'es apaisé? Tu t'es apaisé avec... Oui. Bah oui, parce que je juge pas ces comportements-là, parce que j'ai certainement dû l'avoir à des moments donnés, mais c'est vrai que ça montre pas quelque chose de serein et d'apaisé, quoi, tu vois. Ça montre qu'on en veut encore, qu'on a besoin, il faut qu'on nous regarde, il faut que... Et ça peut être fatigant, je pense. Si la notoriété arrive, je pense que... Et encore que, je connais des gens qui ne sont pas connus, qui sont connus et que ça n'a pas apaisé. Tu vois, je pense que c'est pas ça. C'est comme faire rire. Moi, j'ai compris aussi, tu vois, avec le One Man, que faire rire, pour moi, ils m'aimaient bien, les gens. Tu vois,
Les faire rire, c'était pas des je t'aime, mais presque, quoi. Ils m'aimaient bien. Alors que non, c'est mathématique. C'est tu dis quelque chose de drôle, les gens rient. Tu fais quelque chose de drôle, les gens rient. C'est mécanique, quoi. C'est mathématique. Mais il n'y a pas d'amour là-dedans, il n'y a pas tout ça. Donc c'est un peu dangereux, tu vois. Le rire, c'est un peu dangereux pour tous ces trucs-là. Du coup, en être sorti, ça me va. Par rapport à ce que tu viens de dire, j'ai envie de te poser une question. Oui, vas-y. Est-ce que tu t'aimes, du coup? Moi, ouais. Oui. En tout cas, j'ai appris à aimer des parts de moi, des trucs que je... Tu vois, je sais plus qui m'avait dit un jour, j'étais un peu en colère, mais sur moi, tu vois, en répète, parce que j'arrivais pas à faire ce qu'on me demandait de faire et tout ça. Ouais. Et quelqu'un m'avait dit, mais je sais plus qui, wow, sois doux avec toi, sois doux avec toi. Ouais. Il y a une exigence, il y avait un perfectionnisme, enfin, tu vois, que j'ai toujours, d'ailleurs, c'est vrai, mais ça m'est resté aussi, tu vois. Il faut être doux avec soi. On n'a qu'une vie, elle passe vite, il faut accepter plein de choses, quoi. Enfin, c'est pas faut pas s'en vouloir trop, quoi. Il faut être doux, il faut être oui, c'est vrai. Sympa avec soi-même. Oui, et c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Non, on est dur. On est dur. Souvent, on est dur, hein. Ouais. Je trouve. Et ça, tu vois, ça, avec le temps, avec le travail sur soi, avec l'expérience, petit à petit, on arrive à s'apaiser de ça. Oui. Et ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien. Est-ce qu'il y a des gens dans ton parcours que tu as rencontrés, des personnes avec qui tu as travaillé ou pas d'ailleurs, qui t'ont le plus impacté? Qu'est-ce qui t'ont apporté vraiment tu vois, où ça t'a bousculé sur ton parcours? Tous, parce qu'ils m'ont forcément tous apporté un truc et tous fait gravir un petit échelon. J'ai toujours appris, tu vois, mais par exemple, le monsieur du bilan de compétences, pour moi, sa phrase, ça m'a plus impacté que tout. C'est fou, hein. C'est intéressant. Et tu vois, je pense que c'était l'assistant d'un metteur en scène qui m'avait dit « Sois doux avec toi-même ». Ça m'a impacté. Oui. Parfois, c'est juste une petite phrase à un moment donné. Oui. C'est comme une clé, et tu es prêt à la recevoir, cette clé. Tu te dis « Mais oui, qu'est-ce que je suis en train de m'énerver sur moi? Ça va. Il n'y a pas mort d'homme, j'ai encore des répètes, j'ai encore du travail, je vais y arriver. À un moment donné, si je me focus là-dessus, je serai plus belle qu'un autre, enfin, tu vois. C'est des choses comme ça. Etienne Châtillès, tu vois, le tournage de Agathe Cléry, ça a été super parce que c'était très léger, très souriant. Oui. Il emballait, tu vois, tout ça, c'était très... et action. Elle est forte, cette Agathe. Oh, pas marrante. Oh, bah là, je te trouve injuste. Elle peut être très marrante. Bon. Le problème, c'est qu'elle fait pas toujours exprès. Bah, c'est comme quand elle est aimable. Elle le fait pas exprès non plus, hein. Mais elle serait pas Un peu quoi? un peu raciste? Raciste, Agathe? Oh non! Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu vois, il dit... Hop. J'adore. Tu vois, il a dit action. Et tout ça, c'est des trucs que je garde en moi, tu vois, et je peux m'en resservir de la joie, de ce tournage, de me dire légèreté, tu vois, si on m'enferme trop, s'il y a trop de pression, s'il y a trop d'ego dans les troupes et tout ça, moi je peux être plus léger. Je me dis ok, ouh là là là. Quand on s'est connecté avant cette interview, tu m'as dit une chose importante. Tu m'as dit moi j'aime les gens gentils. Ouais, ça m'émeut. Ça me touche, la politesse et la gentillesse. Ouais. Je trouve ça d'une part déjà très sexy. Mon mec est comme ça, très gentil, très, très poli. Ouais. Et je trouve ça hyper sexy. Et c'est le truc qui m'émeut le plus, quoi. On en manque aujourd'hui, non? Oui, ouais, tout le monde est quand même beaucoup sur soi, quoi. Et on n'avance pas beaucoup si on n'est que sur soi. Ouais. Vraiment. Après... on peut penser que c'est un peu chamallow, que c'est cucu, etc. Mais moi, je ne crois pas. Oui. Je crois vraiment à ça. Je crois que être profondément gentil, ça ne veut pas dire être stupide et ça ne veut pas dire se laisser faire. Moi, je dis, j'arrive maintenant à dire les choses quand elles arrivent. Je dis, ça plaît pas, parce que je n'ai plus besoin d'être aimé à tout prix par tout le monde. J'ai plus besoin d'être validé par tout le monde. J'ai plus besoin d'être aimé par tout le monde. J'ai plus besoin de tout ça.
Donc, je suis gentil, et puis si on marche sur le pied, par contre, non, je ne suis pas gentil, je vais le dire. Mais dans le reste, pour le reste, en tout cas, j'essaye d'être le plus gentil, le plus poli possible, le plus honnête, quoi. Le plus honnête, c'est important, je crois. Ça fait du bien, oui. Parce que on se perd là-dedans, on se perd. Oui. Il y a beaucoup de violence sur... oui, voilà, sur les réseaux, c'est très... Tu vois, un truc un peu joli, un peu ceci, puis des fois, moi, derrière, je mets, je voulais poster ça, et regardez, en fait, je suis comme ça, et il pleut, en fait, là, il y a du soleil. Oui, j'ai vu ça. Enfin, tu vois, des trucs comme ça, parce que je me dis, non, j'ai pas envie de m'enfermer dans un espèce de truc, regardez comme ma vie est jolie. Oui. Et je préfère que ma journée soit bonne que belle. Bonne, ça veut dire qu'il s'est passé de bonnes choses pour moi, qui est constructive. Je suis content de ma journée, j'ai avancé. Belle. On s'en fout qu'elle soit belle. Bon, les 3/4 du temps, il pleut en plus. Belle. Et en plus, je vais foutre un filtre. Non, tu vois, non. Parce que là, ça va trop loin. Ouais. Il faut qu'on développe des comportements encore plus mégalos et égocentriques. Donc non. Non, je ne crois pas là-dedans. Comment tu te vois dans 10 ans? J'espère toujours aussi serein et en accomplissant les choses dont j'ai vraiment envie. Et je ne sais pas ce que ce sera, tu vois, d'ici là. Mais en tout cas, là, j'ai plus envie de tournage, de fiction, de films et tout ça. Et je mets mon énergie là-dessus pour que ça arrive. Et j'espère que dans 10 ans, j'aurai accompli, tu vois, plein de séries, plein de feuilletons, plein de films, tu vois, plein de tournages, parce que j'aime l'énergie des tournages, j'aime l'énergie du jeu du tournage. J'ai tellement donné de corps dans les spectacles, dans les pièces, tout ça, et j'ai encore envie d'en donner, et je ne veux pas arrêter ça du tout. Mais je veux aussi ouvrir la porte d'un jeu quotidien comme on se parle là, tu vois, et donner pas plus d'énergie que ça. Mais ressentir et jouer, tu vois, c'est aussi important, quoi. Et ça, j'ai envie de l'éprouver aussi, tout en étant quand même aussi au théâtre, évidemment, et en jouant au théâtre. Mais j'ai pas assez tourné, et je pense que j'ai envie de ça encore plus maintenant. Est-ce qu'il y a un personnage que tu n'as pas encore joué, que tu aimerais vraiment aller toucher? Je ne sais pas moi, comme un meurtrier ou tu vois, quelque chose de très... Je ne sais pas si on va... Un mec normal. C'est-à-dire j'ai tellement joué des personnages extravertis qui sont dans tous les sens, tu vois, Émilie Joly, des extraterrestres, des animaux magiques. J'étais un jouet dans Le Soldat Rose. Enfin, tu vois, j'étais un prince-princesse dans Spamalot. J'ai vraiment... et je veux encore ce genre de personnage, tu vois, haut en couleur. Mais j'ai tendance aussi à choisir un peu en ce moment des personnages plus calmes, plus doux, plus... normal, qu'il lui arrive des trucs de la vie quotidienne, quoi. Tu vois, je suis pas obligée d'arriver pendu à des filins, quoi, sur scène. Je l'ai fait, tu vois, donc là... Si un truc quotidien avec un costume basique, ça m'irait très très bien. J'adore. Après, on verra les méchants, les sorciers et tout ce que tu veux. Mais déjà, jouer quelqu'un de simple. T'as pas joué beaucoup de méchants, en fait, finalement? Non, mais tu vois, dans Le Vertige, la pièce que j'ai jouée cet hiver au Théâtre de la Madeleine, il était très colérique et j'ai adoré ça. Parce que dans la vie, je me mets... pas souvent en colère. Si je me mets en colère, c'est vraiment on m'a poussé bien à bout. Et ça m'a plu parce qu'il y a c'est un exutoire. Oui, j'imagine. Ah oui. C'est-à-dire que toutes les frustrations de la journée, tu peux les laisser s'échapper dans ton personnage. Absolument. Ah, j'adore. Et ça fait du bien. Tu vois. Ça sort. Au moins, ça sort. Alors, on va arriver à la fin. Il y a une question. Mais déjà, ça passe vite. Alors, il y a une question que je pose également à tous mes invités. Comment te sens-tu là, maintenant, tout de suite? Heureux et impatient de la suite. Tu vois, j'ai une impatience. Là, je vais partir en tournée avec L'amour chez les autres, la pièce que j'ai jouée au Théâtre 7 cet hiver. Jusque fin décembre, et puis après en janvier, pour l'instant il y a des petits trucs qui se mettent en place, tu vois, mais je suis impatient, j'ai hâte, j'ai une impatience, mais saine, tu vois. Saine. J'ai plus peur, j'appréhende plus, enfin beaucoup moins, sinon ça serait quand même très
prétentieux, mais beaucoup moins, quoi. J'attends que les choses arrivent pour les vivre, et plus j'anticipe pas, et je m'en fais pas tout un monde, et tu vois, ça, j'essaye de... Tu vis le moment présent? Voilà. Bah oui, parce qu'au final, on nous le dit souvent, mais c'est vrai. Oui. Tu vois, on va pas mettre le passé sur un piédestal, c'est super, mais bon, c'est passé, donc tant mieux si on a des bons souvenirs, tant mieux, il en faut, tu vois, et puis être reconnaissant aussi du... C'est ça, tu fais parfois un bilan comme ça où tu vois, tu te dis bon, j'ai quand même fait ci, j'ai quand même fait ça, j'ai atteint ci, j'ai atteint ça, je suis content, qu'est-ce que j'ai envie maintenant de plus, vers quoi j'ai envie de me diriger. C'est important de se poser et aussi pas de vivre dans le passé, mais juste de faire, comme tu dis, un bilan, tu vois, un bilan de ok, oui. D'accepter. Oui, je le fais presque plus avec ce que comme avec ce que je suis dans la vie. J'arrive à dire les choses maintenant, simplement. Ouais. J'arrive à dire non. Ouais. Je me sens plus mal à l'aise dans des endroits où avant je me sentais mal à l'aise. Enfin, tu vois, tout ça, c'est plus important qu'un bilan de carrière où j'ai fait plein de trucs et c'est super et ça va continuer. Ça va continuer. Mais tu vois, je suis presque plus fier de mon avancée intérieure. Ouais. Ouais. Et ça m'aide forcément à... Comme je me connais vraiment, c'est plus le Andy qu'on attend, tu vois. C'est le vrai Andy, le vrai. Donc maintenant, je sais de quoi j'ai envie, tu vois. Et du coup, ça m'aide aussi et dans la vie et dans mon métier, parce que je sais de quoi j'ai envie, tu vois, de plus de fiction, de séries, de choses comme ça. Donc, et de théâtre, mais de théâtre, j'ai envie de choisir aussi des jolies pièces avec un peu de fond, tu vois, des trucs comme ça. Donc, ça m'aide, tout le travail sur moi, finalement, m'aide pour mon métier. Oui. Tu vois, et bien vivre, et puis arrêter d'en faire tout un monde. Parce que c'est déjà assez difficile comme ça. Alors, un petit mot de la fin. Qu'est-ce que tu conseillerais pour des jeunes, éventuellement, qui ont 18 ans, comme toi, qui te voient, qui ont ces rêves, tu vois Le conseil qu'on donne, c'est restez vous-même, ne changez pas. Moi, je dirais l'inverse. Je dirais surtout changer, évoluer, grandissez, connaissez-vous, apprenez, changez, quoi. Changer. Parce que, comme j'ai dit, tu vois, au départ, on arrive dans la vie d'adulte avec... une épaisseur comme ça de carapace qu'on a vécu d'enfance, d'adolescence. Et on n'est pas forcément nous-mêmes, on est dans des carcans d'autodéfense, de comportement, de confiance en soi, de séduction, de plaire aux gens, de plaire à tout prix, de plaire à n'importe quel prix, etc., etc. Et toutes ces carapaces-là, si on les enlève, on devient nous-mêmes. Et je pense que c'est en étant nous-mêmes, on est encore un meilleur artiste. Tu vois, parce que ce qu'on donne, c'est vraiment nous. C'est plus une façade, c'est plus le contour. Tu respires maintenant. Ah non. On va dire que tu respires. Ouais, vraiment. Non, vraiment. Et mais j'ai encore du chemin. Il y a encore plein de choses. Il faut que je vois, que je travaille. Mais le chemin est super. Oui. Il y a des étapes. Là, je suis à une étape où je me dis, c'est déjà pas mal, quoi. C'est déjà pas mal. Bravo. Ah, puis, bravo, oui. C'est bien, super, j'adore. Oui. Écoute, merci beaucoup. C'est passé extrêmement vite. Même moi, j'ai mangé tes paroles. Merci de t'être livré comme ça. C'est important. Ça me tient à cœur. C'est pour ça que je fais cette chaîne, pour montrer à tous ceux qui ont des rêves, qui ont des objectifs, qui veulent atteindre. C'est dur pour tout le monde, c'est possible. Mais il y a aussi, il faut travailler sur soi, comme tu dis. Il faut travailler aussi ses talents, c'est important. Son art, oui, son art, ouais. Et, de tout ça. Et se délester de ses couches, c'est ce que je retiendrai. Oui. En tout cas, merci beaucoup, Andy. Plein de belles choses pour la suite. Merci à toi aussi. Voilà, et merci à tous ceux qui nous ont regardés. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et des autres, où que vous soyez sur cette planète.